Bon, ça aura été compliqué cette année. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans ce Top 10 2025. Troisième année consécutive où je fais un Top 10. Pour moi, c'est une vidéo importante parce que ça permet aussi de faire un bilan sur l'année, de quels jeux on a vu, quels jeux vont rester, quels jeux ne vont pas rester. Et donc, je suis très content de vous retrouver encore, enfin, pour ce Top 10. Alors, je vous cache pas que cette année, ça a été une année assez complexe de mon côté. Déjà, depuis un an, la chaîne est financée par Asmodée. Merci encore à eux de me soutenir après tout ce temps. Je pensais que ça allait rien changer et ce que ça change, c'est à quel point je stresse pour la chaîne YouTube. Je suis quelqu'un de manière générale qui est assez angoissé, assez anxieux régulièrement. Et maintenant que la chaîne devient quelque chose d'un peu plus professionnel, sur lequel je dois plus m'investir, ou en tout cas celui où je dois avoir le plus de résultats, direct j'ai un peu plus d'appréhension à est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on va arrêter de me soutenir, enfin bref, un mix de syndrome de l'imposteur, etc. Je pense faire mon maximum pour que ça continue de marcher, et en l'occurrence, je le vois dans la plupart de mes vidéos que vous continuez de me suivre, alors merci beaucoup, car sans vous, tout ça, toute cette possibilité que la chaîne soit mon métier principal, sans vous, ça serait pas possible. Ça, c'était le côté financier et de la chaîne. Maintenant, en ce qui concerne les jeux, c'était une année remplie d'excellents jeux, tellement que c'est le top 10 le plus difficile que j'ai eu à faire. On va en parler tout au long de cette vidéo. Je vais pas vous faire attendre plus que ça mes avis et mon top 10. C'est parti, pour le premier. Enfin, le 10e. Mon top 10, c'est un jeu que j'ai découvert en mars lors du festival de Cannes. Et au moment où je l'avais découvert, j'étais pas tant convaincu que ça. Pour une raison toute bête, c'est que on y avait joué à minuit et j'étais crevé et j'en pouvais plus. Parfois, il faut prendre du recul sur certains jeux et en l'occurrence là, j'ai bien pu prendre le recul puisque mon top 10, c'est Skyrise, la réédition de Metropolis. Alors, je ne connaissais pas Metropolis, ce qui fait que ce jeu pour moi est bien une nouveauté. Comme je l'ai dit, c'est un jeu que j'ai découvert à Cannes chez Lucky Duck lors de la soirée Néoludis. On y a joué à 4 à partir de, je crois, 23h. Donc en fait, voilà, on était déjà bien crevé de notre journée. On avait déjà joué un petit peu dans la soirée. Et là, on s'est mis sur Skyrise. Alors en soi, c'était pas forcément une mauvaise chose parce que c'est pas le jeu le plus complexe du monde. Mais je crois que avoir un avis sur un jeu quand on est hyper crevé, c'est pas une super idée. Alors déjà, je remercie Lucky Duck parce que c'est grâce à eux que je possède cette boîte et encore plus en version collector. Cette version collector qui est magnifique. Déjà, le jeu de base est très sympa avec ses meeples d'immeubles, mais il faut avouer que cette édition collector, waouh, elle donne une présence sur la table et un plaisir de jeu qui est un petit peu meilleur. On a beau dire parfois que le visuel ça sert à rien, etc. Non, le visuel apporte parfois une forme d'immersion pour le plaisir de jeu. Mais Skyrise, qu'est-ce que c'est? On me l'a vendu comme étant un jeu d'enchères spatiales. Alors déjà, les jeux d'enchères, j'en connais pas beaucoup. D'enchères spatiales, j'avais juste jamais entendu le mot. Skyrise, il a cette particularité d'interaction sur un plateau qui rend l'enchère spatiale encore plus fourbe. Le principe, lorsque vous commencez un tour, vos immeubles ont des valeurs, vous posez un de vos immeubles sur une des cases disponibles et les joueurs peuvent surenchérir en plaçant un bâtiment qui a une valeur plus élevée que vous, cependant sur une case adjacente à là où vous avez posé. Et tant que tout le monde continue de surenchérir, on continue le tour. Il faut attendre que tous les autres aient passé pour qu'on ait gagné notre enchère. Et donc potentiellement, on va faire des serpentins d'enchères avant que un seul réussisse à récupérer son territoire. Vous allez complètement détester les autres joueurs autour de la table en se jouant à ce jeu. Enfin, plutôt râler de manière générale. Y avoir rejoué, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que j'ai pu apprécier le jeu. J'ai pu me poser et me demander est-ce que je veux vraiment cette case? Est-ce que je surenchéris ou est-ce que je lui laisse cette case? Parce que de toute façon, cette case, je m'en fous un petit peu. Car le but est évidemment de placer nos immeubles, de récupérer des jetons à chaque fois qu'on se place. Ces jetons nous font gagner des points en fonction de là où on a été placé ailleurs. C'est très accessible Skyrise. C'est plutôt simple d'accès, vraiment. Ce qui me fait le plus rire dans le jeu, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on surenchérit sur quelqu'un, la personne elle est là, mais pourquoi tu déplaces ce truc là? Moi je voulais aller dans l'autre direction, pourquoi tu fais ça? Parce que finalement, l'endroit où on choisit de surenchérir, ça va définir le chemin qu'on va suivre potentiellement. Et plus on approche de la fin de partie, plus il y a des cul-de-sac, donc plus il y a des cases qui vont obligatoirement être récupérées gratuitement par des joueurs. Car s'il n'y a aucun chemin valide après cette enchère, vous allez pouvoir construire automatiquement l'immeuble. Notez en plus que vous avez chacun
une merveille qui vous permet de gagner une enchère gratuitement. Et lorsque vous posez cette merveille, ça active un pouvoir que vous aurez choisi au début de la partie. Enfin, plutôt au milieu de partie. J'aime beaucoup Skyrise. C'est un jeu qui me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup quand on se cherche des noises entre les joueurs. J'aime beaucoup quand il y a cette interaction, pas directement d'affrontement, mais de « je veux profiter de ta place ». C'est des sensations que j'ai jamais ressenties dans d'autres jeux. C'est ce qui me fait rejouer à ce jeu. Et c'est ce pourquoi il est mon top 10 de l'année 2025. Et pourtant, c'était pas gagné. Parce que vraiment, en marge, je me disais, est-ce que vraiment ce jeu, je l'aime bien? Bah la réponse est plutôt oui. Et en plus, cette édition collector, bah elle est belle quoi. On enchaîne avec le top 9. Le top 9, c'est un jeu très connu qui a fait beaucoup de bruit cette année. Et je tiens à préciser, puisque c'est pas toujours bien compris, que ce top est très subjectif. Il y a des jeux qui me touchent plus que d'autres. Il y a des jeux auxquels j'ai plus envie de rejouer que d'autres. Il y a des jeux que je trouve plus agréables et plus intuitifs à jouer que d'autres. C'est pour ça que certains jeux seront moins hauts que vous le pensiez. Et je dis ça notamment pour Zenith. Bah ouais, Zenith, il est que top 9. C'est vous dire à quel point pour moi cette année il y a de très bons jeux. Zenith, c'est le deuxième jeu de l'éditeur Playpunk, les mêmes qui avaient fait Captain Flip l'année dernière et qui se sont fait voler. Non, j'arrête. Et deuxième jeu, deuxième carton, incroyable jeu, un système de tir à la corde à plusieurs endroits, avec un principe simple de je joue une carte et ça fait déplacer les planètes vers moi, ou je défausse une carte et je gagne un bonus, ou je défausse une carte et je monte sur mes pistes technologiques. Jusque-là, c'est simple. La profondeur du jeu, elle va être dans quelques mécaniques du style si j'ai déjà joué des cartes de la même couleur, si je rejoue une carte de cette couleur, elle me coûtera moins cher. Et surtout, chaque carte est unique, a son pouvoir, et ces pouvoirs sont tellement variés, tellement d'effets supplémentaires, tellement d'effets possibles, qui vous font piquer des cartes à l'adversaire pour que vos cartes deviennent moins chères, qui font détruire des cartes à l'adversaire, qui font un peu plus tirer les planètes chez vous, plus qu'une fois. Vraiment, c'est un bonheur de jeu. Ce qui le démarque vraiment, c'est ces différentes cartes, qui fait que vous ne ferez jamais la même stratégie entre deux parties. Parce que vous n'aurez jamais les mêmes cartes, parce que vous ne pourrez jamais avoir les mêmes cartes et avoir la même strat. Et pourtant, vous allez tenter d'avoir 3 planètes de même couleur, 4 planètes différentes ou 5 planètes, peu importe. C'est un jeu très complet qui pour moi a quand même un gros défaut, et même s'il a un défaut, il est quand même dans ce top. C'est justement cet aspect où il y a tellement de cartes qu'il y a tellement d'iconographie. Il y a une aide de jeu dans la boîte de toutes les iconographies, mais elle ne suffit pas. Il y a une iconographie par exemple que je n'ai toujours pas comprise, donc je vais aller chercher la carte en question. Une icône qui n'apparaît même pas sur l'aide de jeu. J'avais dit que c'était qu'une carte, en fait il y en a deux. C'est Gilgamesh qui de base tire la planète bleue vers lui, puis il déplace n'importe quel jeton de 2 vers lui, et la troisième icône c'est il déplace n'importe quel jeton qui est du côté de l'adversaire de 2. Mais moi j'ai une question, si ce jeton est du côté de l'adversaire, mais que de 1, est-ce qu'on peut le tirer de 2, c'est-à-dire le déplacer à travers le centre? Ah bah ça, je sais pas. Ou encore Anderson, où moi, si je comprends l'iconographie, c'est déplacer un jeton de 2 cases seulement s'il est au centre. Donc ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça, il n'y a pas la précision sur l'aide de jeu. Donc, c'est un peu compliqué parfois de se repérer. Il y a des effets parfois qui sont quand même un peu tordus. Vraiment, il y a des fois on s'arrache les cheveux à se dire attends, est-ce que c'est bien cette icône-là? Oui. Est-ce que je dois défausser? Est-ce que je dois donner? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'adversaire? C'est le petit point qui fait que j'ai un peu de mal parfois avec ce jeu à me dire je le sors régulièrement, facilement. Je le trouve pas assez instinctif, je trouve pas assez immédiat. Alors je pense vous allez me dire t'as qu'à jouer plus souvent. Et je pense que c'est vrai. Néanmoins, c'est ce qui fait que, pour moi, il n'est que top 9. Pour autant, Zenith est quand même un sacré jeu qui est sorti, encore une fois, chez Playpunk. Merci à eux de sortir des jeux aussi bons, de faire des aussi bons choix, surtout. Captain Flip, pour moi, était génial. Pour présenter un jeu de société hyper accessible, c'était parfait. Zenith, pour moi, c'est la case juste au-dessus, c'est-à-dire en initié, si on veut aller côté As-d'or. Et moi, ce que j'aime encore plus avec ce jeu, c'est le mode 4 joueurs en 2 contre 2. Dans ce mode-là, chaque joueur ne peut interagir qu'avec un côté du plateau. Donc soit les 3 planètes à droite, soit les 3 planètes à gauche. Ça va faire jaser, ça va faire discuter en coopération énormément. Et en ça, je préfère l'expérience à 4 joueurs de ce jeu, même si j'y ai beaucoup plus joué à 2, simplement parce que c'est plus simple de jouer à 2. En plus, c'est super joli, vous ne vous en lasserez jamais. Il y a déjà une petite extension qui amène quelques cartes sympas. Bref, Zenith, mon top 9. Mon top 8
eh bien, il fait partie de ces jeux où j'ai eu du mal à m'en souvenir. En fait, le problème, c'est que comme j'ai testé plein de jeux, j'ai beau avoir joué plusieurs fois à ce jeu que je vais vous présenter, que, eh ben, forcément, c'est pas le premier qui m'est venu, alors que si, c'est une évidence pour moi. Mon top 8, c'est Ironwood. Ironwood, c'est simple, c'est une des catégories de jeux que je préfère. Du jeu d'affrontement asymétrique, on a plus ou moins les mêmes actions, mais comme on peut pas les résoudre exactement de la même manière, eh ben, ça crée cette différence entre les joueurs. On a un objectif que l'autre n'a pas. Ironwood, c'est taillé pour moi. C'est le type de jeu que je préfère. Au départ, je ne savais pas si je le mettais vraiment, parce que oui, j'en ai fait plusieurs parties, mais comment dire, un peu comme Vagrant Song il y a 2 ans, c'est un jeu tellement évident que je l'aime, que c'était pas dans les nouveautés que j'ai fait waouh cette année. Et c'est en ça que mon top 10 a été difficile à faire cette année, c'est que j'avais du mal à prendre le recul nécessaire sur certains jeux. À me dire, est-ce que celui-là, c'est pas juste l'effet waouh qui me fait l'aimer, ou est-ce que je l'aime vraiment, mais juste, j'arrive pas à le conscientiser. Et Ironwood, il fait partie de cette catégorie-là. Ce jeu que j'aime beaucoup, que j'adore, mais qui est tellement évident pour moi que je n'y avais pas pensé. Pour ceux qui ne connaissent pas Ironwood, c'est donc un jeu d'affrontement dans lequel on joue soit les cuirassés, soit les rôdeurs. Les cuirassés doivent construire des bâtiments sur le plateau. Les rôdeurs doivent faire apparaître des totems et les ramener hors du territoire pour gagner la partie. Tout ça avec un système d'action alterné relativement simple où vous jouez une carte, l'adversaire joue une carte, vous rejouez une carte, l'adversaire rejoue une carte, etc., etc. Les cartes ont des effets comme faire des déplacements, gagner des ressources, faire apparaître les totems, construire les bâtiments, mais surtout, évidemment, je vous ai dit que c'est un jeu d'affrontement, il y a de la baston. Et la baston, on aime ça, et encore plus avec un système de combat malin. Ce système de combat, c'est simple, vous jouez une carte, chacun face cachée, et en la retournant, elle va afficher des valeurs. Une valeur d'attaque, une valeur de défense, et une valeur de présence. Je me souviens plus le nom, le problème de ces jeux-là, c'est quand on a des noms spécifiques, on s'en souvient pas forcément. Et donc on résout les attaques contre les défenses, on élimine les unités, et on voit qui est le plus présent à la fin. Celui qui est le plus présent, eh ben il a gagné. En gagnant, vous allez faire fuir l'adversaire, et donc libérer un territoire. Sauf que les territoires, les rôdeurs, eux, ils les veulent pour faire apparaître leur totem, et ils ne peuvent le faire qu'en combattant, en tout cas quasiment. Et les cuirassés, ils ont besoin d'aller sur les territoires pour construire leurs bâtiments. Donc c'est un véritable affrontement dans lequel vous allez essayer de prendre la place par rapport aux autres. J'aime beaucoup ce jeu. Tout ce qui est jeu avec des activations alternées où on peut réagir à ce que fait l'autre, j'adore ça. D'ailleurs, je remarque que j'ai oublié d'amener un jeu à vous présenter pour plus tard. Pour être honnête, ce jeu, j'ai mis un peu de temps à pouvoir y jouer, simplement parce que à Cannes, il avait été pris d'assaut, il était injouable, il y avait une file d'attente qui attendait pour jouer à ce jeu. Et donc j'ai attendu longtemps et j'ai enfin pu y jouer, et c'est au moment où vous avez pu voir ma vidéo où je comparais ce jeu avec Kelp qui était sorti cette année aussi. Ironwood a un peu plus gagné sa place dans mon cœur puisque j'adore ce principe de jeu. Je crois que j'ai quand même une préférence pour jouer les rôdeurs, même si pour moi ils sont beaucoup plus durs à jouer pour gagner. En fait, les cuirassés sont plus simples à aborder, donc gagner est facile. Les rôdeurs, je pense, peuvent être très forts, mais alors les premières parties, c'est compliqué d'être rôdeur. Notez en plus que les rôdeurs se déplacent sur les forêts, les cuirassés se déplacent sur les montagnes, et donc comme les déplacements sont pas exactement les mêmes, vous allez parfois galérer à contrer l'autre. De plus, la première fois qu'on appréhende le jeu a un visuel que je trouve certes très joli, mais pas facile d'accès. Il y a un côté où les couleurs ou les contrastes sont relativement proches, ce qui fait qu'on n'est pas tout de suite dedans. Le matos est vraiment incroyable. On a les cuirassés avec que des pièces en métal et les rôdeurs que avec des pièces en bois. J'adore quand il y a ce petit truc d'édition qui change tout. Ce que j'apprécie encore plus dans ce jeu, et notamment chez les cuirassés, c'est cette montée en puissance où on sent que notre armée devient de plus en plus forte, où quand on a construit des forges, on se défend encore mieux. Ironwood, c'est un petit chouchou cette année. Top 8, il aurait pu être plus haut, mais il y a quand même des trucs ouf cette année. Je vous le dis, ça a été l'enfer ce top 10. Il y a trop de bons jeux. Mais avant, on va parler des mauvais jeux. Alors, mauvais jeux, c'est un peu méchant dit comme ça. En fait, c'est pas mauvais jeu. C'est la première année où je vais faire ça, c'est que je vais faire un petit flop, mais dans le sens où ça a juste pas marché avec moi. Parce qu'on peut clairement pas dire que les jeux que je vais citer là sont mauvais. C'est difficile d'ailleurs de trouver des vrais mauvais jeux, c'est-à-dire des jeux qui fonctionnent pas, des jeux mal foutus, etc. Parce qu'aujourd'hui, finalement, pour qu'un jeu sorte, il faut juste qu'il ait un cahier des charges, à savoir,
a fonctionné. Donc je vais parler des jeux qui n'ont pas fonctionné sur moi. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo où je dis du mal des jeux, mais il y a un dernier jeu dans ce flop. Le premier jeu, c'est Azul Duel. Azul, moi je suis quelqu'un qui l'avait découvert avec Jardin de l'Arène, à savoir Azul Expert, le jeu Azul le plus difficile. C'était très plaisant à découvrir, une vraie réflexion sur comment je vais réussir à récupérer telle pierre. Ensuite, j'ai découvert Azul de base, que j'ai trouvé très accessible, rapide, fluide, un vrai automatisme à choisir ses éléments, un petit peu comme Acropolis, mais même presque plus intéressant, en tout cas pour moi. Et donc, Azul Duel est sorti, je me suis dit, ça doit être bien. Je crois que ce souffle, c'est à peu près ce que je ressens d'Azul Duel. C'était lourd, mais pour rien. En fait, Jardin de l'Arène, il était expert, mais il apportait un côté de challenge de comment je vais y arriver. Azul Duel, c'est juste que ce qu'il apporte en plus par rapport à un Azul normal ne m'intéresse mais pas du tout. Je m'amuse bien plus sur un Azul à 2 que sur Azul Duel. Azul Duel pour moi est un petit peu trop prise de tête. Ce principe de prendre des tuiles pour les placer sur son plateau et donc de choisir ses couleurs de cette manière, ça aurait pu être bien et en fait ça marche pas tant que ça. En tout cas chez moi. Je pensais y trouver un jeu un petit peu stratégique parce que Azul de base à 2, il y a une petite stratégie qui se dessine. Là vraiment je me suis juste ennuyé et je me suis dit quelle prise de tête pour rien quoi. Donc bon, tant pis pour Azul Duel. Ensuite, le deuxième, c'est Cardia. Duel pour Cardia, je veux plutôt dire. J'aime parfois quand les jeux sont épurés. Vraiment. Il y a des jeux, Captain Flip, je crois que l'année dernière, c'était un des jeux les plus épurés que j'ai pu mettre dans mon top. Même s'il y a les pouvoirs des personnages, etc. Mais en tout cas, dans l'action, dans la simplicité des actions, il y avait quelque chose d'immédiat et d'intéressant, voilà. Pour ce qui est de Cardia, en fait, oui, il y avait cette immédiateté, ce principe très simple de je pose une carte d'une valeur et l'adversaire aussi. Si j'ai une plus haute valeur, je gagne le lieu et si je perds, j'active le pouvoir de ma carte. Ça avait tout pour me plaire. Et en fait, mais qu'est-ce que je m'ennuie. J'en ai fait plusieurs parties pour me dire est-ce que j'apprécie ce jeu? La réponse est, si je l'ai pas, c'est pas grave. Alors en soi, est-ce que ça veut dire que le jeu était pas bien? Clairement pas. Je pense que c'est un super jeu pour découvrir le jeu à 2 un peu plus moderne. Par contre, c'est typiquement un jeu où je me dis, je ne trouve pas ce que je cherche dans les jeux de société. La stratégie qu'amènent les pouvoirs des cartes, etc., n'en fait pas un jeu hautement stratégique et manipulable. Je sais pas comment vraiment dire ça. Je me sens un peu trop pris par la main par ce jeu, à me dire, tu n'as que ça en possibilité, pause et on verra. Et en ça, Cardia m'a pas convaincu. Tant pis, je ne peux pas tout aimer. Le troisième flop, c'est Flatiron. Le jeu qu'on m'a le plus vendu, je pense. On me l'avait vendu à Vichy, on me l'a revendu à Cannes, et au moment d'y jouer, mais quelle pénibilité. Lui, c'est vraiment un jeu où je ne comprends pas la hype. Vous verrez avec le dernier flop que je comprends complètement la hype du jeu. Par contre, Flatiron, qu'on me dise c'est trop bien de voir construire le bâtiment au milieu, etc. Non, c'est pas bien du tout. On voit pas les couleurs des piliers. Du coup, on peut plus compter ce qu'on doit compter. Ça, c'est vraiment un petit aspect. J'ai trouvé que ce principe de pose d'ouvrier unique, où en fait, on prend la place et du coup, on est frustré parce que oh là là, on peut pas prendre cette place, ça m'a pas convaincu du tout. J'ai trouvé que le moteur qu'on créait était lent et qui n'était pas si satisfaisant que ça. J'ai pas du tout été emballé par Flatiron. Et pourtant, j'avais envie de l'aimer. Il y avait un principe qui avait l'air intéressant. Ces cartes qu'on met en haut ou en bas selon l'effet qu'on veut. Des dilemmes comme pas permis, de la frustration, mais logiquement de la bonne. Non, ça n'a pas marché sur moi. Mais genre vraiment pas. Le truc qui nous avait étonné avec Alexis, qui m'accompagne à chaque convention, c'est que juste après, on avait joué à Yokohama Duel et on s'est beaucoup plus amusé. Et on a trouvé ça beaucoup mieux. Étonnant parce qu'on n'est pas tous les deux très fans de jeux de gestion. Quand pourtant il y a un côté satisfaisant à avoir des récompenses et que le jeu te fait comprendre que tu as bien joué, ça c'est plaisant. Flatiron, c'est tout l'inverse de ça. Je ne me suis pas amusé du tout sur Flatiron. L'animateur qui nous l'a présenté était super sympathique d'ailleurs. On te fait coucou avec Alexis. Ce n'est pas de ta faute si le jeu nous a pas plu. Mais grosse déception, ouais. Grosse déception Flatiron. Après, c'est le problème parfois quand on attend trop d'un jeu. Forcément, on peut plus être déçu quand on en attend. C'est pas grave. On fera avec. Le dernier jeu de ce flop, je l'ai encore, parce que juste, je m'en suis pas encore séparé. C'est lui. Waouh, ça me rend dingue de me dire que finalement, ce jeu ne m'a absolument pas convaincu. Il faut savoir que
ce jeu-là, Kikai ou Bricolage Heads, parce qu'il a été beaucoup déjà entendu parler sous le nom Bricolage Heads, c'est un jeu que j'attendais. C'est un jeu que j'attendais énormément parce que je voyais plein de gens dire du bien, notamment Coralie de Dianjou. Et je me suis dit, bah si on en dit du bien, c'est peut-être pour une raison. Et en soi, il y a raison. Il y a raison parce que ce jeu a une mécanique qui est super intéressante. On joue une carte d'un quartier, et à partir de ce quartier, on a plusieurs actions possibles. Soit on construit un morceau de Kikai en payant de l'énergie, soit on se crée un réseau de distributeurs de flyers en payant aussi de l'énergie, soit on attire des fans de la couleur des morceaux de Kikai qu'on a chez nous, soit on fait une exposition qui nous fait gagner de l'énergie et potentiellement des points de victoire. Ça avait tout pour me plaire, Kikai, et c'est un raté. Quand on a fait la première partie de ce jeu, je me suis dit, est-ce qu'on est les seuls à avoir fait une partie où on est largué à ce point comme ça? Je suis donc allé voir des vidéos d'autres créateurs, notamment de Pénélope, et j'ai vu qu'elle avait passé la même partie que moi, et que son ami qui jouait avec elle, et que mon ami. À savoir, la première partie, on n'a jamais de ressources. Mais genre, jamais. Et on n'a jamais de cartes. Mais genre, jamais. J'ai trouvé dingue cet aspect du jeu où on n'a jamais rien. Alors après notre première partie, on se dit, bah j'ai appris. Du coup, comment ça se fait que j'ai pas de ressources, comment ça se fait que j'ai pas de cartes. Et donc on se place correctement, on récupère plus d'échelles qui nous font piocher des cartes, on récupère plus de mégaphones, mais en même temps on place des Kikai un peu partout pour ramener plein de bonhommes au même endroit et donc faire une super exposition. Cependant, bah en fait, même en ayant compris, je n'ai pas trouvé ça satisfaisant du tout. Il y a pour moi un principe qui est important dans ce genre de jeu, c'est que ce jeu normalement est là pour te dire il faut que tu mettes en place des choses pour atteindre un combo, et donc ce combo te fera un gros cadeau, une grosse récompense. Et ben cette récompense, je l'ai trouvée mais vide. J'ai beau avoir compris comment le jeu fonctionnait, je n'ai eu aucune satisfaction à réussir et à entreprendre les choses que j'avais prévues. Pour moi, il fait partie de cette catégorie de jeu justement où si vous aimez justement dompter un jeu, c'est-à-dire vous prouver que vous en êtes capable, oui, ça peut vous plaire. Néanmoins, moi, il me manquait le truc d'après. La carotte qui te fait dire tu n'as pas fait ça pour rien. Bah moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là. Cette sensation de ne pas avoir été récompensé par le jeu pour les efforts que j'y ai mis. Donc Kikai, mon dernier flop de l'année. Oui, il y avait que 4 flops, mais pas un petit flop celui-là. J'en suis pas dégoûté comme Flatiron parce que je comprends vraiment le plaisir que les gens ont à jouer à ce jeu. Il y a une vraie mécanique intéressante. Néanmoins, sur moi, ça a été triste. Mais triste. Allez, on arrête de râler sur des jeux, on va passer au top 7. Et le top 7, c'est un jeu un petit peu évident de cette année aussi. Et ben c'est Tag Team. Tag Team, Tag Team, Tag Team. Comment faire un jeu de bataille, parce que ça fait quelques années que les jeux de bataille, ça revient à la mode, mais dans lequel vous construisez votre deck au fur et à mesure de la partie d'une manière hyper intelligente. Si vous n'avez pas joué à Tag Team, vraiment foncez. Foncez, c'est un bonheur de « ah ouais, ça peut vraiment marcher ça ?» Le principe, c'est que chaque joueur contrôle 2 personnages. Au début de la partie, on n'a que 2 cartes. Une carte de chaque personnage. Et on les dévoile une par une en face de l'adversaire. On les résout, on dévoile la deuxième, on les résout, et hop, fin de la manche. Et entre les manches, vous allez piocher des cartes, en choisir une, que vous rajoutez dans votre deck en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, où vous voulez. Mais vous ne mélangez pas le deck. Et c'est ça le sel du jeu. C'est ce placement de cartes que vous allez faire à chaque tour. Ce placement de cartes qui va faire que vous allez potentiellement tuer votre adversaire. Le but, c'est juste de tuer un des héros que le joueur joue. Et comme il y a beaucoup de héros, il y a beaucoup de types d'effets différents, et donc on se retrouve avec un jeu avec beaucoup d'asymétrie, beaucoup de synergie possible entre les personnages. Ça en fait un jeu excessivement jouissif quand vous arrivez à poser une carte au bon moment. Parce que quand vous placez votre carte, vous vous dites cette carte-là, il l'avait à tel moment. Ok, je vais la placer là, comme ça je pourrais bloquer l'attaque. Ou à l'inverse, je vais lui faire croire que j'attaque à tel moment, mais en fait, vu que je place une nouvelle carte, je vais attaquer à un autre moment. Ce jeu, c'est l'épure, avec quand même de la symétrie et beaucoup d'effets. Mais c'est quand même de l'épure. Non, effectivement, il y a quand même une acclimatation avec le jeu, c'est-à-dire qu'il y a quand même 12 personnages. Je les ai pas tous joués, vraiment pas. Et chaque personnage, faut apprendre un peu comment il fonctionne, savoir si telle ou telle carte, ça vaut le coup de les récupérer entre les tours. Si je fais un draft de personnages, est-ce qu'il vaut mieux que je mette ce perso avec ce perso? Ça, c'est des choix qu'on ne peut voir qu'au fur et à mesure des parties. Mais comme les parties sont très courtes, contrairement
à Zénith où là on en a pour une petite demi-heure. Eh ben on s'en refait une en retentant d'autres stratégies, peut-être avec les mêmes persos ou avec des persos différents. Tag Team c'est un grand oui. Au début quand on m'en a parlé, c'était à Cannes, encore une fois, forcément on découvre plein de jeux dans ces moments-là, et on m'a dit c'est le dernier Scorpion masqué, la dernière fois ils nous avaient sorti Sky Team, qui était déjà ouf, là c'est encore un jeu avec Team dedans, sauf que là c'est de l'affrontement. Quoi dire de plus sur Tag Team? C'est beau. L'iconographie est assez simple quand même malgré tout, assez léger, assez facile de comprendre l'iconographie. Il y a évidemment des personnages plus faciles ou plus difficiles que d'autres, et j'ai hâte de tester enfin tous les persos, parce que ces jeux-là c'est dans la variété qu'ils s'apprécient. Mon top 6, il fait partie d'une catégorie de jeux que j'appellerais les jeux waouh. Est-ce que ça fera que ce jeu restera chez moi indéfiniment? Je l'espère. Néanmoins, il faut avouer que c'est majoritairement un jeu waouh. Je l'avais découvert à Cannes, j'avais adoré le jeu, j'ai adoré y rejouer. Ce jeu-là, c'est Lightspeed Arena. Quand je vous dis jeu waouh, c'est simplement parce que vous allez jouer littéralement 60 à 80 secondes et vous allez regarder un téléphone tout le long du reste de la partie. Et ça vous prendra 5 minutes, littéralement. Mais du coup, vous allez me dire que ça vaut pas le coup de jouer à ce jeu. C'est que vous y avez pas joué. J'aime beaucoup présenter ce jeu en y faisant jouer, mais comme je suis en vidéo, je ne peux pas le faire. Le principe, c'est que vous avez à chaque fois 10 secondes pour poser un de vos vaisseaux. Vous le posez comme vous voulez dans l'arène, tout en l'orientant parce que il y a des rayons qui partent dans un sens, dans l'autre, etc. Et vous posez vos autres vaisseaux en essayant de viser vos adversaires, de viser leur base, de protéger votre base. Et après, vous faites une photo de ce gros plateau que vous venez de créer. Et après, vous laissez la magie opérer. L'application va vous faire une vidéo du combat en question de tous vos vaisseaux. Donc il va montrer tel vaisseau, il attaque là. Est-ce que vous avez touché? Est-ce que vous n'avez pas touché? Ah mince, je me suis loupé, j'aurais dû l'orienter un peu plus comme ça. Haha, ça a touché mon bouclier et du coup ça m'a moins mis de dégâts. Et bam, je t'ai tué ce vaisseau, il pourra pas tirer après. C'est brillant. Lightspeed Arena, c'est vraiment brillant. Je remercie Intrafin qui a réussi à importer le jeu en France. Et vous allez me dire, du coup, t'as fait vite le tour de ce jeu, t'en fais 2-3 et puis c'est fini. Alors, en soi, oui, mais il fait partie de cette catégorie de jeux que je présente à beaucoup de gens. Et c'est un super jeu à présenter aux gens, parce que vous verrez leur sourire s'afficher dès que la vidéo commencera. Ajoutez à ça que, il y a des capacités spéciales que vous pouvez activer sur vos vaisseaux, qu'il y a des météorites que vous pouvez mettre en particulier sur le plateau qui ont des capacités spéciales, comme par exemple si vous tirez dessus, la météorite va tirer automatiquement sur quelqu'un. Ça a l'air de rien, Lightspeed Arena, et je peux comprendre que vous soyez sceptique, que si vous cherchez que du gros jeu, oui, ça va pas vous plaire, mais alors quel plaisir, quel sourire. Pour moi, un jeu de société, ça doit être surtout un moment de fun. On peut prendre du fun en étant sérieux, en calculant, etc. Mais le mot principal, ça reste fun. Et Lightspeed Arena, c'est fun. Je finis une partie, j'ai qu'une envie, c'est placer mieux mes vaisseaux à la prochaine partie. Donc Lightspeed Arena est top 6 et il l'a pas loupé. Petite pause dans ce top pour parler de quelque chose où je vois que pas mal de gens se posent la question. Je vois pas mal de créateurs de contenu, d'auteurs de jeux, de vendeurs en boutique se poser la question de est-ce que je dois tout connaître? Est-ce que je dois jouer à tout? Alors d'un côté, ça permet d'avoir du recul sur certains jeux et en ça, oui, je suis complètement d'accord. D'un autre côté, ça embrouille l'esprit et ça empêche de se concentrer vraiment sur les jeux qui nous intéressent. Par exemple, cette année, comme beaucoup de gens, j'ai joué à Tech Time et j'ai passé un bon moment. Bon après, je dois dire que justement, par le fait qu'il faut jouer à tout, je n'ai pas joué autant que j'aurais voulu à Tech Time. En l'occurrence, nous avons fait les 2 premières enveloppes. On n'a pas pu faire le reste. Pourquoi? Parce qu'on avait d'autres jeux à jouer. Est-ce que j'ai assez le temps de jouer? Théoriquement, il faudrait que je prenne plus le temps de jouer. Mais entre les vidéos, mon vrai boulot à côté, même si aujourd'hui la chaîne YouTube est plus ou moins mon vrai boulot aussi, faut choisir le temps qu'on alloue. Et en l'occurrence, Tech Time, j'ai pas pu faire les autres enveloppes. Et est-ce que Tech Time est un jeu qui s'adresse à moi? Oui, c'est un jeu à défi, comme pas mal d'autres que j'ai, mais est-ce que les autres que j'ai ne me plaisent pas plus? Si. Et en soi, Tech Time, je me dis que j'aurais pu attendre avant de pouvoir le posséder, d'y jouer, etc. C'était pas grave en fait. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où on doit absolument avoir les choses qui nous arrivent. Le fameux fear of missing out, la peur de louper quelque chose. Je crois que c'est ça qui m'est arrivé avec Tech Time. Et donc pour la prochaine année, un des objectifs que je dois avoir, c'est allouer mon temps correctement aux jeux que j'ai vraiment envie de découvrir. C'est pas grave si je découvre pas tel ou tel jeu, mais
c'est dur, c'est un vrai travail mental à se donner. Par exemple, cette année, j'ai fait l'impasse sur Limite. Mais est-ce que c'est pas un jeu qui m'aurait peut-être plus plu, comme l'année dernière avec Hégémonie? Eh peut-être. À la place, j'ai joué à des jeux qui sont bien, mais j'ai pas été très impliqué. Et pour vous dire à quel point j'ai pas eu le temps, c'est que Eternal Dex n'est pas dans le top. Et il est pas dans le top uniquement parce que j'ai pas pu assez y jouer. J'ai fait plusieurs fois le niveau 1. Mais le niveau 1, on l'a réussi à chaque fois. Et clairement, le niveau 1 ne me fait pas dire je vais mettre ce jeu dans mon top. Je peux pas faire genre j'ai joué aux autres et oh là là c'est incroyable, etc. Parce que c'est vrai que quand on lit les autres niveaux, ça donne envie de fou et la coopération qu'on a à l'intérieur d'Eternal Dex est super appréciable. Néanmoins, j'ai pas eu le temps. Et après, il y a des gens qui disent c'est pas que t'as pas eu le temps, c'est que t'as pas pris le temps. Oui, c'est justement ce sujet. J'aurais aimé ne pas tester tout, mais au contraire me concentrer plus sur les choses qui m'ont déjà plu. Alors bien sûr, il faut quand même découvrir, et notamment quand on est créateur de contenu. On doit découvrir pour être à la page, plus ou moins. Mais ça empêche de vraiment approfondir certains jeux, comme Take Time ou Eternal Dex, qui promettaient énormément. Je sais pas dans quelle catégorie vous êtes vous, je serais très curieux de le savoir, alors dites-le moi en commentaire, mais je commence à me dire qu'il va falloir que je sois beaucoup plus sélectif, pas un peu, beaucoup plus sélectif. D'ailleurs, j'en profite pendant que vous avez mis ce commentaire à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Vous avez juste à descendre un tout petit peu en bas de la vidéo et vous avez le bouton s'abonner qui est ici. Alors merci si vous le faites, ça fait grandir la chaîne, ça la fait continuer et moi j'enchaîne avec le top 5. Le top 5 c'est un jeu auquel j'avais joué déjà il y a 2 ans. Alors vous me dites oui, nanana. C'est une petite référence au sketch de Cannes. Nanana. Certes, le jeu est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois, en anglais. Et j'y avais joué avec mes amis qui avaient justement pledgé le jeu en anglais. Et il est arrivé en France grâce à Matago, PTS, Colossal Games. Et ce jeu-là, c'est Bullet. Bullet, shoot them up, puzzle action. Ça vous donne envie, hein? Donc maintenant, vous le savez, pour potentiellement les jeux d'après, même si je suis même pas sûr, dans ce top, je vais mettre tous les jeux qui sont acquérissables, comment on dit? Qu'on peut acquérir depuis cette année 2025. En l'occurrence, nous avons Bullet qui est arrivé chez nous en France et c'est un grand bonheur. Alors, Bullet, c'est un jeu, ils disent shoot them up. Le principe, c'est que ça reprend les shoot them up qu'on trouve du style Toho en jeu vidéo, etc. Mais transposé en jeu de société, ça donne quoi? Ça donne Bullet. Vous choisissez un personnage. Ce personnage a déjà des capacités, ce qui est déjà pas mal. J'adore la symétrie. Vous avez un plateau avec des ronds de partout. Et en dessous, vous avez des flèches qui vous amènent jusqu'à vos points de vie. Donc peut-être qu'il va falloir empêcher des choses d'arriver jusqu'à nos points de vie. Et sur notre feuille à notre droite, nous avons nos points d'action et nos capacités. Et oui, ce jeu va retransmettre le shoot them up. Donc ce principe de on va se prendre des projectiles, il va falloir s'en occuper pour pas se les prendre dans la gueule. Tout ça avec un système où vous avez 3 minutes avec une musique qui déchire en plus. Pour piocher des jetons dans un sac, les placer sur votre plateau en fonction du nombre. Par exemple, je pioche un jeton où c'est écrit 2, je le mets dans la colonne de sa couleur et je le déplace de 2. Mais attention, s'il y a déjà un ou plusieurs jetons qui sont placés, vous le déplacez de 2 cases, donc vous passez au-dessus des jetons déjà placés. Ce qui fait que si vous avez une ligne qui est bien remplie, vous pouvez vite vous faire avoir et vous prendre des points de vie. Rajoutez à ça qu'une manche, c'est faut vider le sac, genre entièrement. Heureusement, pendant ces 3 minutes, vous pouvez utiliser des capacités avec vos points d'action pour déplacer ces différents jetons, pour piocher d'autres cartes, pour etc. etc. Et ensuite, vous allez pouvoir activer des cartes de schéma qui, si vous avez bien placé vos jetons, en feront disparaître certains. Sauf que si les 3 minutes sont écoulées, vous n'avez plus le droit d'utiliser de capacité, plus le droit de dépenser vos points d'action et vous placez juste vos jetons. Donc il faut vraiment se dépêcher très très fort de poser ses jetons, d'utiliser des actions, d'utiliser ces schémas pour faire disparaître les projectiles. C'est ce genre de jeu qui vous donne chaud. C'est pour ça que j'en ai parlé dans un dernier short d'ailleurs. Et surtout avec ce visuel très japonais. Moi, j'adore ce côté-là. Et 2 modes de jeu, un mode compétitif et un mode coopératif. Je n'ai jamais joué au mode coopératif. Ça a l'air très bien, mais je m'amuse tellement déjà sur le mode compétitif que j'ai pas pris le temps de le faire. Et en compétitif, y a un côté un petit peu Bad Bones. Ça me rappelle un peu Bad Bones. Où lorsque vous vous débarrassez de vos projectiles, vous les passez
à votre voisin de gauche et il les mettra à la prochaine manche. Donc plus vous êtes rapide, plus vous allez faire chier le tour du joueur d'après. Et il va râler. Râler, râler, râler. C'est fun, Boulette, mais qu'est-ce que c'est fun? Les persos différents en plus changent complètement la manière de jouer. Il y a un personnage, vous avez un seul point de vie, mais vous pouvez prendre des points d'action en tant que point de vie. Mais il y a un perso où il y a des cartes de schéma et des cartes d'explosion de projectiles, et ces cartes sont transparentes. Et vous allez mettre ces cartes transparentes sur les cartes schéma, afin de créer des schémas vous-même. Mais ça rend le truc un peu plus compliqué parce que vous avez deux pioches, et donc vous allez parfois vous demander, est-ce que je pioche un schéma ou est-ce que je pioche une explosion de projectiles? Et ça va vous ralentir, et ça va vous perturber, bref. Boulette, c'est un bonheur à jouer. Moi, j'adore en tout cas ce genre de jeu. Je parlais de fun tout à l'heure, Boulette est typiquement là-dedans. Et surtout, j'aime quand un jeu me met la pression. Pas forcément un jeu qui est en temps réel, parce que c'est le cas de ce jeu, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Parce que Bad Bones était un jeu qui mettait en pression, juste parce que vous voyez la quantité d'ennemis qui va vous attaquer. Mais Boulette, c'est de la tension pendant 3 minutes où vous êtes essoufflé, quoi. Vous en pouvez plus de réfléchir à est-ce que j'utilise telle ou telle action. Et du coup, vous allez forcément faire des mauvais choix, parce que vous avez pas le temps d'en faire. Là, ils disent 15 minutes de jeu. En vrai, ça peut être plus court, ça peut être plus long. Si vous êtes très fort, ça peut être plus long. Mais entre tous les persos possibles, le mode coopératif et la rapidité de jeu, Boulette n'est pas 5e pour rien. J'adore l'esthétique, j'adore le type de jeu, j'adore la symétrie et j'adore les défis. Vraiment. On va enchaîner avec le top 4. Et le top 4, c'est un jeu que j'ai rajouté finalement il y a assez peu de temps. Et là où je suis très content, c'est que vous le voyez depuis le début, je suis installé de la manière que je peux. Et j'ai un peu mal au dos à force de porter des énormes boîtes. Et bien ce jeu-là va me faire une petite pause, puisqu'il s'agit d'un jeu solo, d'une petite boîte, d'une boîte qu'on ne fait qu'une seule fois. Un jeu chez Intrafin, c'est Kingdom Legacy. Pour moi, c'est une addiction. Je dis que c'est une addiction parce que à partir du moment où j'ai commencé le jeu, j'ai pas réussi à m'arrêter. Après, je dis ça, mais j'ai pas fait les 2 extensions booster. Par contre, j'ai fait toute la boîte de base, sachant que dans la boîte de base, il y a 3 petites extensions. Kingdom Legacy, c'est un jeu de Jonathan Frixelius, donc un des frères de Terraforming Mars. Je sais pas lequel a fait Terraforming Mars, mais c'est pas grave. Alors, je parle de ce sujet tout de suite, qui a été fait en illustration en IA. Perso, quand on voit la mécanique de jeu, j'avoue que je regarde plus du tout les illustrations. Et c'est un jeu de construction de royaume en Legacy, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez rajouter des autocollants, abîmer des cartes, et vous ne pourrez plus revenir en arrière. D'ailleurs, le jeu a une manière de se présenter assez cool, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait 29 cartes, le jeu n'est pas Legacy, vous pouvez le remettre à 0. Et donc moi, par exemple, j'ai refait ma première run parce que j'étais pas satisfait et j'ai adoré Kingdom Legacy. Le principe, il est tout bête. Vous commencez votre manche, vous piochez 4 cartes de votre paquet, sachant que les cartes ont 4 faces. Donc vous pouvez pivoter la carte de 4 manières. Et avec ces 4 cartes, vous allez essayer de faire des actions. Soit vous allez défausser des cartes pour gagner des ressources, les ressources qui sont sur les cartes, par exemple des pièces, des pierres, du bois. Et avec cette production, vous allez essayer d'améliorer vos cartes. Donc c'est le coût qu'il y a sur un fond marron sur les cartes. Et lorsque vous avez amélioré une carte, votre manche se termine. Donc vous défaussez toutes vos autres cartes et vous repiochez 4 nouvelles cartes. Si jamais avec 4 cartes, vous n'arrivez pas ou ne voulez pas améliorer de cartes, vous pouvez faire en action de piocher 2 cartes de plus du paquet. Et ce, indéfiniment, jusqu'à ce que vous fassiez votre action d'amélioration ou que vous passiez. Ou qu'un événement vous contraigne. Par exemple, il peut y avoir des ennemis qui vous bloquent des cartes de production, qui vous obligent à passer, dans le sens où vous ne pourrez pas jouer d'autres cartes. Et au moment où vous videz votre paquet de cartes, c'est-à-dire qu'au début d'une manche, vous n'avez plus de cartes, vous allez ajouter des nouvelles cartes à votre paquet. Ce qui aura pour incidence déjà de vous faire découvrir de nouvelles cartes, mais aussi et surtout d'allonger la durée d'une manche. La première manche de Kingdom Legacy, c'est 3 minutes. La dernière manche que j'ai faite de Kingdom Legacy, c'est 30 minutes. C'est incroyable Kingdom Legacy. C'est addictif au possible. Vous enchaînez vos tours encore et encore, vous faites en sorte que votre royaume devienne de plus en plus grand, vous gagnez de plus en plus de points, et quand vous avez atteint la fin de la boîte de base, c'est-à-dire d'avoir récupéré les dernières cartes et que le jeu vous dit stop, à partir de maintenant, c'est fini, vous ferez votre dernière manche, et bien vous savourez votre dernière manche. Et vous essayez d'améliorer le plus de cartes possible, avec le plus de points de victoire possible. C'est simpliste au possible, Kingdom Legacy. Et j'adore ce principe. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore cédé à la tentation de faire ces extensions. Parce que le principe d'une extension, c'est que on vous dit ajoutez telle carte à votre paquet, à la boîte entière, quoi, et vous allez faire 4 manches. Alors tant qu'on n'a pas joué, on se dit 4 manches, mais ça va être rien du tout. Mais en fait, c'est
merci, 4 manches, ça peut être très long. Donc j'ai très hâte de tester ces extensions. Et la boîte de base, je l'ai faite entièrement, c'est-à-dire le jeu de base, plus les 3 micro-extensions qu'il y a à l'intérieur. 3 micro-extensions qui changent pas énormément. C'est juste pour rallonger un peu la durée de vie de cette boîte de base et augmenter à fond votre royaume, bien sûr. C'est difficile de précisément vous dire pourquoi c'est aussi addictif. Je pense que il y a 2 paramètres. Il y a évidemment la satisfaction d'améliorer telle ou telle carte. Mais il y a aussi et surtout cette immédiateté, cette rapidité d'exécution de j'ai pris telle carte, j'ai pris telle carte, j'ai pris telle carte, et je mets 2 cartes parce que j'ai pas assez de trucs, et je remets 2 cartes parce que j'ai pas assez de trucs. J'ai des personnages, je les enlève pour activer des effets, etc. Enfin, ça coule tellement de sources, c'est un bonheur, je trouve, Kingdom Legacy. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé sur un jeu solo. Je me suis remis enfin dernièrement à des jeux solo, mais une addiction pareille. La dernière fois que j'ai eu ça, c'est dans un jeu vidéo. Parce que c'était simple, c'était tout con. Kingdom Legacy s'est hissé immédiatement top 4 grâce à ce plaisir, ce bonheur que j'ai à y jouer et que je vais encore avoir à y jouer. Et j'ai même envie d'acheter une autre boîte de base parce que j'ai trop envie d'essayer de faire mieux en fait. La boîte de base, à la fin, j'ai fait un score de 171, ce qui est pas énorme. Et après avoir fait toutes les extensions, j'ai fait un score de 408. C'est bien, je pense. Peut-être. Je sais pas en fait. Il y a un site internet qui est fourni avec ce jeu et en vrai, bah heureusement. Je vais pas vous mentir, la règle de jeu est pas super complète. Il y a des cartes qui ont été remaniées, il y a des cartes où les effets étaient pas très précis. Pour moi, ça vient d'ailleurs pas que de Intrafin, dans le sens que peut-être qu'il y a des traductions qui étaient foireuses, mais là, ça vient aussi du jeu de base où l'auteur a changé des cartes pour qu'elles rapportent plus ou qu'elles rapportent moins et que surtout elles donnent des précisions parce qu'il y a des effets où parfois, bah, ça coule pas de source, quoi. Et pourtant, bah, il reste 4e, malgré ça. Et en plus, vous pouvez comparer vos scores avec tous les membres de la communauté qui ont joué à ce jeu, parce que quand vous ouvrez la boîte, vous avez un code à l'intérieur que vous mettez sur le site internet pour pouvoir partager un petit peu tout ça. J'ai hâte de voir sortir les nouvelles boîtes. Il y a déjà 2 autres extensions en plus de celle-ci, et il y a déjà 2 autres boîtes encore qui sont en anglais. Kingdom Legacy, mon addiction de cette année. Avant de passer au top 3, eh bien, on va parler des jeux qui auraient pu aller dans le top. Parce que je vous l'ai dit, ce top 10 a été très difficile à faire et il y a eu beaucoup d'hésitations sur certains jeux. Et en premier, eh ben, il y a Ethereum. C'est un jeu que je vous avais présenté l'année dernière à Vichy 2000... Ah non, pas du tout, Vichy 2023. Un jeu de programmation de conquête asymétrique dans lequel vous devez récupérer des ressources en particulier pour gagner de plus en plus de points ou au contraire vous battre à fond pour gagner des points. Et j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu qui me procure beaucoup de fun, on a envie d'y retourner, on a une micro-asymétrie entre les différents joueurs qui donne une petite saveur supplémentaire au jeu. Et en ça, Ethereum aurait pu être dans le top. Mais il faut faire des choix et bah c'est pas évident quoi. Il est sorti cette année, là c'est la version collector, enfin en tout cas la version deluxe du jeu, qui est très épaisse, mais l'avantage de la version retail que vous pouvez trouver, qui est déjà très bien, c'est que la boîte fait ça d'épaisseur. Et vous avez un jeu typé Colt Express qui est vraiment très très fun. En jeu qui aurait pu, bah il y avait Cosmic Arena, un jeu que j'ai découvert à Vichy par Jonathan Rodriguez et qui m'a rappelé mes meilleurs moments à jouer à Radlands, avec un côté un petit peu plus gestion de son territoire qui était assez malin. C'est un jeu qui n'a pas eu une énorme distribution et pourtant c'est une erreur. C'est un jeu à 2 dans lequel vous allez jouer des cartes, récupérer dans un deck commun, d'où le côté Radlands, et le but est d'atteindre une des 3 fins de partie, à savoir vider la pioche, vider un paquet de cartes de planètes mélangées, ou réussir à poser chez soi les planètes de toutes les couleurs. Sauf que à chaque fois qu'on va poser une planète, bah c'est bien, on a une nouvelle planète, c'est cool, on s'approche de la victoire, c'est parfait, enfin pas de la victoire mais en tout cas de la fin de partie. Mais si on joue des cartes actions, elles se retrouveront pour la plupart chez l'adversaire potentiellement jouable. C'est ce qui lui a valu son petit mot de contre-deck building. En jouant vos cartes, vous allez les donner à l'adversaire et cette petite mécanique va vous faire triper complètement à vous dire « Attends, si je joue ça, c'est super fort ». Mais du coup, lui, il pourra jouer cette carte super forte. Donc vous allez réfléchir à 2 fois avant de jouer des cartes, c'est génial.
c'est génial, Cosmic Arena, ça a pas beaucoup été distribué, c'est bien dommage. C'est distribué chez Ludistri d'ailleurs. On a 3 manas par tour, donc on pourra faire que tant ou tant d'actions selon le coût de l'action. C'est très bien, Cosmic Arena, vraiment. Aussi, cette année, il y a eu Sengoku, qui aurait pu aller dans ce top. Et oui, Rumble Nation à l'origine, Sengoku en France. Je trouve le design très cool qui est arrivé en France. Et bah j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, j'ai pu le faire tester à des gens qui étaient un peu joueurs et du coup ils étaient contents d'avoir découvert ce jeu parce que c'est plutôt accueillant comme jeu. Ça ressemble à un jeu de conquête et en fait c'est tellement plus simple de vision qu'on arrive facilement à entrer dedans. Et pourquoi il est pas dans le top ? Parce qu'il faut faire des choix, encore une fois. Je pense que c'est un jeu qui me plaît, mais qui manque un tout petit peu de profondeur pour que j'ai envie vraiment de le mettre dans un top. C'est le genre de jeu où on a plus ou moins l'impression de refaire la même partie, même si les emplacements sont pas les mêmes, même si machin, les stratégies restent à peu près les mêmes. On va se placer à un endroit, on va essayer de gagner pour faire éclater nos renforts sur les côtés. Voilà, c'est pour ça que pour moi, peut-être il n'est pas dans ce top. Pour autant, gros plaisir à le ressortir à chaque fois. Ensuite, Leaders. Leaders, c'est the jeu qui aurait pu entrer dans le top. Et finalement, j'ai mis d'autres jeux, voilà. Mais je pense lui, il aurait pu être top 11 en fait. J'avais découvert ce jeu en 2023 au Off de Cannes. Et j'étais très surpris de voir qu'il sortait vraiment. Ça veut dire que les Off, ça sert à quelque chose. Et le principe du jeu est tellement tout bête qu'on se dit, c'est juste un échiquier, etc. Non, il y a du draft de personnages en plein milieu de la partie, il y a des compétences entre les personnages qui font qu'il y a une asymétrie hyper intéressante. Vous allez avoir envie de votre revanche contre votre adversaire parce que vous aurez voulu tel ou tel personnage mais il est pas tombé, etc. Ça me rappelle mes meilleurs moments sur Time Arena que je vous avais présenté sur une vidéo il y a longtemps. Le matos est hyper chouette parce que Studio H, bravo d'ailleurs Studio H. Leaders, désolé, tu es passé à ça d'être dans le top. Le dernier jeu de ces jeux qui auraient pu aller dans le top, en fait ce jeu je ne l'ai pas. Ce jeu je n'en ai que la démo. Et quand on m'a présenté le jeu, quand on m'a montré un peu le principe, je me suis dit jamais ça peut être bien. Jamais ça peut être bien. Jamais. Oh putain c'est trop bien. Comment un jeu de mots croisés peut être bien. Désolé, je surjoue un peu, mais vraiment quoi. Un jeu de mots croisés qui est bien. Un jeu de mots croisés où on a envie d'aller au bout. Un tuto qui donne envie directement d'acheter le jeu. Bon, j'ai pas pu l'acheter, il y en avait plus à Déclic Ludique. Mais quand même, j'exagère un peu en disant que c'est un jeu uniquement de mots croisés. En fait, c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez gratter une carte. Oui, c'est un jeu à gratter. Donc oui, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. Et non, ce n'est pas un problème. Parce que l'expérience que vous avez avec ce jeu, je pense que vous l'avez pas avec d'autres jeux. Et le principe est que vous partez d'un mot écrit sur une grille et toute l'histoire va vous amener à découvrir des mots à travers, ou plutôt croisés avec le ou les mots que vous allez faire apparaître. Et souvent avec parfois des indices assez malins, comme tel mot, il est caché en haut de la cabane. Donc comme on a déjà le mot de la cabane, on sait qu'il sera en haut et donc on sait que ça sera potentiellement à telle lettre et on gratte à des endroits, ça nous fait apparaître ou non le mot. Quand le mot n'apparaît pas, ça peut soit nous bouffer notre tour, soit nous placer un malus. Car oui, on va pas juste chercher les mots au hasard, on a quand même un système de jeu où on a des petits jetons qui font qu'on va gratter ou non tant de cases lors de notre tour. Et au bout d'un moment, on se prend des pénalités qui vont faire qu'on va avoir de plus en plus de mal à gratter et à trouver les mots, etc., etc. Et la fin de ce tuto, il y a des énigmes dans le jeu. Et j'ai été nul, parce qu'en fait, je suis très nul en charade. Mais j'ai eu un bonheur fou en jouant à cette démo. Dès que je peux jouer au jeu, vous en entendrez parler sur la chaîne, que ce soit en short, que ce soit en vidéo, parce que de toute façon, je referai une vidéo sur les jeux solo. Ça peut être joué en coop, mais globalement, moi, je le vois plus comme un jeu solo. Un pur bonheur What's Up on a Line, et c'est pas normal. C'est pas normal. Un jeu de mots à croiser, ça devrait pas être bien. Voilà. Puis c'est tout. Je suis très énervé. On arrive enfin au top 3. Et je vous le dis d'avance, il y aura une pause après le top 3, une pause après le top 2 pour encore parler de jeux. Et ce top 3 a été fait par le même auteur que Captain Flip. D'ailleurs, je parlais des jeux que je regrette de ne pas avoir joué cette année. Il y avait Altay, qui était par le même auteur que Captain Flip aussi. Et ce jeu-là est un banger de l'année. Un jeu où, s'il a pas de prix, je comprends pas. C'est Toy Battle. Bah oui, Toy Battle. Évidemment que j'allais pas oublier Toy Battle. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas pu jouer assez à machin. Bon, là, j'ai pu assez y jouer, mais j'ai pas fait tous les plateaux non plus. Vous avez pas joué à Toy Battle ?
Eh ben jouez à Toy Battle. C'est par Paolo Mori et Alessandro Zucchini. Alors Alessandro Zucchini, je sais pas qui t'es, mais si tu as fait ce jeu-là avec lui, bravo à toi. Et Paolo Mori, on ne le présente plus, que ce soit avec Captain Flip ou d'autres, il a largement montré qu'il savait faire des jeux. Toy Battle, si vous n'y avez pas joué, voici une petite présentation. Vous avez un plateau avec votre base et la base de l'adversaire en face, reliés par des chemins. Et votre but, c'est de créer une ligne continue de troupes entre votre base et la base adverse. Sauf que, évidemment, votre adversaire ne vous laissera pas faire. Si vous posez une troupe, elle a potentiellement un effet. Donc déjà, ça c'est ouf. Il y a très peu de troupes différentes, hein, il y en a 8. Le squelette qui nous fait piocher des troupes, le soldat qui nous fait rejouer une troupe, le robot qui tue une troupe adverse, le singe qui peut être placé n'importe où, parce que la règle normalement c'est que vous ne pouvez poser une troupe que si vous avez un chemin continu relié jusqu'à votre base, le 5 qui supprime une troupe à l'adversaire sur son paravent, le 6 qui vous fait piocher une troupe, le 7 qui est juste un 7, et un canard. Et pourquoi juste un 7 ça peut être bien? Et en quoi un canard c'est bien? Eh bien parce que vous allez pouvoir écraser les troupes de votre adversaire. Si vous avez une valeur strictement supérieure, vous pouvez écraser l'adversaire. Mais du coup, si vous posez un T-Rex, eh ben, il a 7, donc on peut pas l'écraser. Eh bien si, car on peut l'écraser avec un canard. Le canard, c'est un peu un joker où il peut écraser tout le monde, mais il peut se faire écraser par tout le monde. Et à chaque tour, soit vous jouez une troupe, soit vous piochez deux troupes, parce que sinon, vous ne piochez jamais de troupes à part les effets des bonhommes ou cette action. Et donc, on va souvent être en réflexion de est-ce que je joue mes troupes? Est-ce que je pioche? Est-ce que je me place à gauche, à droite? Est-ce que je lui marche dessus? Est-ce que je pose un bonhomme à côté pour lui détruire? C'est tellement malin, Toy Battle. Et en plus, je vous ai dit qu'il y a une manière de gagner, mais en fait, il y en a une deuxième. Vous avez des étoiles éparpillées sur le plateau, et lorsque vous contrôlez une zone entièrement, c'est-à-dire en entourant toute une zone, eh bien, vous pouvez récupérer les étoiles qui sont à l'intérieur. Si vous atteignez un certain nombre d'étoiles, en l'occurrence sur le premier plateau, c'est 7 étoiles, vous gagnez la partie. Et pour moi, c'est ça, un jeu épuré. C'est-à-dire un jeu avec des actions simples, mais où, dans ces mêmes actions, vous avez pas mal de possibilités. En l'occurrence, je pose une troupe. Oui, mais où et pourquoi? Toy Battle, c'est pour moi l'exemple typique, comme l'était pour moi Captain Flip, du jeu qu'on peut présenter facilement à quelqu'un pour lui faire découvrir le jeu de société. Et oui, j'en suis sûr, car même si il a à apprendre les effets des personnages, il peut avoir la feuille à côté de lui, les effets sont simples, et il découvrira quand même un jeu intéressant, tout en ayant une certaine stratégie, et en voulant sa revanche si jamais il perd sa première partie. Et potentiellement vouloir rejouer encore et encore sur le même plateau, sur d'autres plateaux qui changent un peu les règles du jeu. Le deuxième plateau, c'est une piscine, il y a des cases où on est obligé de mettre certains chiffres. Si on n'a pas ces chiffres-là, on ne peut pas poser de troupes. Il y a un petit chat qui est arrivé, vous le voyez. Ça va, chouchou? Bah oui, parce qu'en même temps, il aime bien ce jeu-là aussi, parce qu'il est accessible à tous, même aux petits chats. Toy Battle, il a la même place finalement que Captain Flip l'année dernière, c'est-à-dire 3e place pour le même auteur. Bravo à toi, tu as gagné 2 fois ta 3e place. Je ne cesse de le ressortir encore et encore, je m'en lasse absolument pas, toujours pas, je ne m'en lasse toujours pas. Et pourtant, il y a plein d'autres jeux auxquels je joue et où j'ai plus envie d'y jouer, et on va en parler juste après de toute façon, pour le top 2 et 3. Là, on va changer de rubrique. En tout cas, Toy Battle top 3, oui. Si vous n'y avez pas joué, vous avez loupé quelque chose. Avant d'entamer le top 2, on va parler des mentions honorables, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas allés jusqu'au top, mais où je trouvais intéressant de les mentionner parce que ça reste de bons jeux qui sont sortis cette année. On va commencer par l'Île des Maudits, un jeu que j'aime souvent appeler le Codenames coopératif, et c'est un gros plaisir à sortir régulièrement avec des joueurs. Alors, le seul bémol que je mets à ce jeu, c'est que parfois on attend un petit peu le maître du jeu, un petit peu comme dans Codenames justement, où on attend qu'il réfléchisse, etc. Donc ça ralentit un petit peu le jeu. Néanmoins, il y a un vrai plaisir à découvrir le jeu, il y a un vrai challenge quand on est maître du jeu, et donc c'est quand même un jeu intéressant de cette année. Ensuite, moi je veux parler de Space Lab. Space Lab, j'en avais vite fait entendu parler à Vichy quand Studio H le présentait, sauf que j'y suis pas plus allé que ça. Et en fait, Space Lab c'est plutôt cool. L'année dernière, il y a eu Château Combo qui a pris ce principe de construction de tableau de cartes. Là, on est sur un principe de tableau de cartes aussi, sauf que contrairement à Château Combo où je trouvais que c'était un peu pénible la manière, enfin dans le sens il y avait un petit côté long et fastidieux pour récupérer des cartes avec ce système d'argent, etc. Là on est sur un système où pour jouer une carte, il faut défausser des cartes. Et on récupère des cartes en piochant des cartes. Enfin vraiment c'est simple comme bon jeu. La partie se joue très vite, un jeu très chill, j'ai beaucoup
apprécié jouer et rejouer à Space Lab. Ensuite, Osmosis. Et oui, Osmosis de chez les jeux au plat. Cette année, les jeux au plat, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu cette période de financement participatif pour les sauver, plus ou moins. Et quasiment en même temps, il y avait la sortie de Osmosis, qui est un jeu d'association d'idées pour savoir si vous réfléchissez de la même manière ou pas. Et c'est terriblement efficace. Ça s'est pas hissé dans le top comme l'était In Extremis ou quoi, parce que c'est pas un jeu waouh, mais c'est un jeu où on a envie de réessayer, réessayer avec de nouvelles images, avec de nouveaux textes. C'est ce qui fait que pour moi, Osmosis est quand même à noter chez les jeux au plat. Je trouve qu'ils ont toujours une démarche et une manière de faire leur jeu qui est toujours très cool, avec un livret un peu éducatif à l'intérieur. Osmosis, pour moi, c'est validé cette année. Panda Spin, putain, il était sorti cette année. J'imagine que ça vous le fait aussi, ce fameux « Ah ouais, mais il est sorti cette année ». Eh bah ouais, Panda Spin, il est sorti cette année. Il n'allait pas dans mon top simplement parce que ce n'est pas le type de jeu que j'adule par-dessus tout. Néanmoins, un gros plaisir à sortir, ressortir, ressortir, se refaire des revanches et des rebatailles dans tous les sens avec mes amis, à faire découvrir à des gens où la première manche, ils comprennent rien et après ils comprennent. C'est trop bien. J'ai dû faire une bonne dizaine, voire vingtaine de parties. J'ai toujours pas joué avec les éléments. C'est parce que je le présentais à beaucoup de gens, c'est vrai que du coup je me suis jamais vraiment attelé à cette phase élément. C'est pas grave, ça viendra peut-être un moment. The Peak Team Rangers, alors il rentre plus ou moins dans la catégorie Eternal Dex et de Take Time, c'est-à-dire un jeu où j'ai pas pu faire autre chose que le niveau 1. Déjà le niveau 1, on en a chié. Mais ce draft coopératif dans lequel on donne la moitié de sa main à gauche et la moitié de sa main à droite, moi, ça m'a bien convaincu, je trouve ça très cool, ça donne envie de faire le reste. Après, est-ce que c'est un jeu où je m'en lasserai pas un moment? Je ne sais pas. Et en tout cas, il ne m'a pas assez énormément plu pour qu'il monte jusqu'à un top. Par contre, ce principe de draft obligatoire pour les autres, c'est vraiment un principe que j'aimerais plus voir pour le coup. On rentre dans la catégorie évidence avec Rivals. Quand j'avais découvert Rivals, j'avais dit bah oui, c'est sûr que ça va me plaire. Et quand j'y ai joué, ça m'a plu. Quand j'y ai rejoué, ça m'a plu. Cependant, il n'est pas dans le top simplement parce que bah c'est de l'évidence même chez moi et qui, même si il y a le fameux deck building plus plateau, je n'ai pas eu un gros boom. Il faut savoir que le deck building, j'ai beau en jouer à beaucoup, apprécier jouer à des deck building, ça reste pas ma mécanique favorite. Heureusement là, c'est pas trop présent non plus. Mais par exemple, dernièrement, j'ai rejoué à Ascension et rejoué à Ascension Tactics. J'aime bien ces jeux et Ascension Tactics vraiment très cool. Et pareil, bah là, c'est parce que j'ai pas assez joué, donc je l'ai pas mis dans la liste. Mais à chaque fois, le côté deck building, ça me passe au-dessus. J'aime bien, mais de là, le hisser très haut, pas vraiment. Rivals, le côté, les persos différents, les terrains qui se réduisent, etc. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le principe du Battle Royale. Mais bon, déjà, je le mets en mention honorable. Il est pas dans le top, mais c'est pas grave. Il est déjà très bien. Et j'ai hâte de m'en refaire. Alors c'est rare que je parle de cette licence, mais Zombicide White Death cette année, eh ben c'est plutôt une bonne surprise. L'année dernière, on avait eu Marvel Zombie, ou c'était le même l'année d'avant, hein, ça commence à remonter maintenant. Cette année, avec White Death, on a une proposition de zombicide avec un côté tower defense. On doit défendre une muraille, on peut contrôler des troupes, ça c'est une mécanique géniale, c'est qu'on ne contrôle pas que son personnage, on peut contrôler des troupes, des soldats qui vont pouvoir attaquer à distance au corps à corps, et donc ça va nous aider pour défendre un peu tout ça. Et un gros plaisir avec ce nouveau zombicide. Les zombicides, à chaque fois, je me dis, bah, c'est un peu toujours la même chose d'un zombicide à l'autre, notamment, j'avais pas mal joué au western, qui était cool, mais qui apportait pas un truc en plus. Là, par contre, il y a un vrai truc en plus. Ça reprend le principe de Black Plague avec un zombie qui fait apparaître des invasions, mais avec ce petit truc en plus de muraille qui change tout. Et enfin, pour finir, mention honorable pour The Dark Quarter. Alors ça, c'est un jeu, vous l'avez vu passer. Peu de gens en ont parlé pour le moment. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup de gens en parler. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas dans un top ou quoi que ce soit, c'est que pour moi, c'est une des expériences immersives les plus fortes que j'ai jamais vues. Et globalement, l'histoire, l'ambiance, les illustrations, je trouve que c'est impeccable. Néanmoins, il y a deux défauts. Le premier, c'est que la mécanique n'est pas assez forte, pas assez présente. Du coup, pour un jeu enfin vraiment de ce que je cherche d'un jeu, et ben ça manque de jeu. C'est très histoire. C'est un peu comme quand dans un jeu vidéo, vous avez ces fameux jeux de vidéo où vous faites que des choix, et ben là c'est pareil, mais en jeu de société. Et le deuxième problème, c'est qu'on est vraiment beaucoup sur l'application. C'est pas vraiment un problème en soi, mais il faut être prévenu, c'est ça que je veux dire. Étonnamment,
Ce jeu-là me fait penser à Toriki. Toriki que j'avais beaucoup aimé, que j'ai fait en entier, et c'est vrai qu'on était aussi beaucoup sur l'application. Là, la grosse nuance, c'est qu'on a beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de profondeur là-dedans, donc on est encore plus dedans parce que on est encore plus dans les dialogues, dans les personnages, etc. Cependant, j'ai hâte de terminer cette boîte parce que l'histoire qui en dégage, les personnages sont hyper attachants et l'ambiance de fou me fait dire que mention honorable, voire top, sauf que il n'y a pas assez de jeux pour en faire un top. Donc The Dark Quarter, grosse mention honorable en termes d'immersion, d'illustration, d'histoire. Bon, on attaque le top 2. Et le top 2, pour être honnête, ça fait un moment que je veux vous en parler, sauf que cette année, j'ai fait une énorme erreur. L'erreur, c'est quoi? Eh bien, c'est de me dire « Ah, ce jeu, il est dans mon top. » Du coup, je vous en parlerai pas tout de suite, je vous en parlerai pendant le top. Et en fait, c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que déjà, je vous propose pas d'aller voir les jeux au moment où ils sont en magasin. Toy Battle, il est revenu en magasin, mais pendant très longtemps, il était plus en magasin. Donc, si j'avais été là pour en parler au début, peut-être que vous auriez pu voir ma vidéo à ce moment-là. Et surtout, ça sert à quoi d'attendre la fin de l'année alors que le jeu, voilà, il est plus dans sa hype, etc. Ça sert à rien. Et donc je peux enfin vous parler de ce jeu et j'en parlerai encore plus en profondeur dans une autre vidéo. Il s'agit de The Anarchy. Mon top 2 et très certainement, si le top 1 n'était pas ce qu'il était, il aurait été top 1 très facilement. C'est très étonnant de voir un jeu comme ça arriver dans mon top 1 parce que c'est un jeu de gestion pure, dans lequel on est dans son coin, dans lequel on ne touche absolument pas à ce que font les autres, quasiment pas. Donc ce jeu avait, entre guillemets, rien pour me plaire. Mais je voulais jouer à ce jeu pour une simple raison, le défi visuel que propose le jeu. Ce jeu est un jeu à cocher avec 2 fiches énormes, avec énormément de rangements, de choses partout, dans tous les sens, et où on se dit putain, mais qu'est-ce que je regarde? C'est quoi ce bordel? Ce jeu doit être injouable. Et en fait, ce jeu est une pépite. Ce jeu est fait par Bobby Hill, a priori celui qui a fait le Mur d'Adrien, auquel je n'ai pas joué. Maintenant, j'ai très envie de jouer au Mur d'Adrien. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, il y a plein de gens qui disent c'est un jeu de Shem Phillips, parce que il y a le design des jeux de Shem Phillips. Sauf que c'est un jeu dessiné par Sam Phillips, son frère. Mais pourquoi on pense que c'est du Shem Phillips? Parce qu'il y a quand même la même ADN de mécanique. À savoir, je dépense une ressource pour en avoir une autre, pour dépenser une ressource, pour en avoir une autre, pour dépenser une ressource, pour en avoir une autre, et jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ressources à dépenser. Et en ça, ce jeu et Legacy of You, par la même occasion, et Pierre de City, par la même occasion, est un jeu extrêmement satisfaisant. Chaque action vous rapporte quelque chose. Chaque action répondra à un besoin. Chaque action vous amènera plus près de votre objectif. Complètement l'inverse de ce dont je parlais, par exemple, avec Kikai. Kikai était un jeu où on devait beaucoup mettre de choses en place pour arriver à quelque chose. Là, on avance toujours quand on fait une action dans The Anarchy. Je vais quand même essayer de vous présenter le jeu. Ça va pas être facile et au pire, il y aura une autre vidéo sur le jeu. Donc, c'est parti. C'est quoi The Anarchy? The Anarchy, c'est un jeu à cocher dans lequel chaque joueur ont 2 feuilles devant eux, plus une plaquette qui représente leur château et une autre plaquette qui représentera les attaques que vous allez vous prendre dans la gueule dans la partie. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points de victoire, mais comment on va faire ça? Il va falloir développer son royaume de manière générale, donc en réussissant à cocher de plus en plus de choses sur les feuilles, attaquer le château ennemi, donc c'est un château sur une piste centrale qui rapporte beaucoup de points de victoire et surtout, si on l'attaque, on ne prend pas de malus, mais si on l'attaque pas, on prend un sacré malus, et surtout, défendre son château des attaques ennemies. Les ennemis ne sont pas les joueurs, attention, c'est des cartes qui sont piochées aléatoirement, qui indiquent une attaque, ça indique les directions d'où est-ce que les attaques viennent, ça indique la force des attaques, bref, il va falloir se défendre, et pour ça, on va construire ses défenses, donc des murs, des tours, des douves, une porte, on va placer différents soldats, différents chevaliers pour défendre les différents côtés, c'est très complet. Si je devais vous faire un résumé des différentes actions, c'est soit on ajoute de la défense à notre château, on augmente notre production, on achète différents ouvriers ou des armes de siège, on construit des bâtiments qui vont nous donner diverses possibilités, on peut faire des événements qui améliorent le bonheur de notre royaume, on peut organiser des tournois, améliorer notre culte. C'est d'un complet ce jeu. Est-ce qu'il est complexe? Je ne vous cache pas une chose, c'est un jeu où je ne suis jamais
au grand jamais passer en dessous des 35 minutes d'explication de règles. Souvent, on me dit « Ah, ce jeu, il est long à expliquer, etc. » Mais c'est juste parce que c'est la première fois. Lui, j'ai déjà expliqué beaucoup de fois et il n'y a rien à faire. Passer en dessous des 35 minutes, je n'y arrive pas. Parce qu'il faut expliquer chaque petit endroit de chaque ligne, de chaque partout des feuilles. Il faut expliquer comment fonctionnent les attaques, comment fonctionnent les défenses. C'est très fourni comme jeu. Ce qui en fait un jeu en soi, en termes d'action pure, très simple. Par contre, en termes de possibilités d'action dans votre tour, c'est infini, c'est immense, ce qui en fait un jeu très expert, très complexe, où il faut énormément de concentration et de rigueur. Et j'adore ce jeu. C'est étonnant parce que c'est pas un jeu qui est censé me plaire, en tout cas dans ce style-là. Mais en fait, je remarque que s'il y a de la satisfaction à faire des actions, ça me plaît. C'est ce que j'avais ressenti dans Legacy of You, que j'ai adoré. Dommage, j'y avais pas joué avant de faire le top 2023, mais il aurait été dans le top 2023. The Anarchy, à la base, c'est plus des jeux à jouer en solo et le mode multi a été un mode rajouté, puisque The Anarchy propose un mode campagne. Un mode campagne qui propose des défis, qui propose des évolutions au fur et à mesure de si vous avez réussi ou non. Et je peux vous le dire, habituellement, quand on met un mode solo dans un jeu, c'est pour s'entraîner au mode multi, et ben là c'est complètement l'inverse. Le mode multi est plus le mode entraînement du mode solo. Parce que le mode solo, c'est dur. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Autant le premier, c'est faisable complètement, c'est pas la question. Mais on va très vite avoir des contraintes comme finissez toutes les fêtes de la Saint-Valentin, faites tous les jours du Lamas, des trucs comme ça, qui sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de toujours tout faire dans le jeu pour gagner le plus de points, etc. Et ben là, le jeu vous donne des contraintes assez fortes. Mais quel plaisir, parce qu'on a envie d'y retourner et retourner et re-retourner. Alors après, c'est pas le jeu solo facile, dans le sens où vous placez votre jeu pour vous tout seul, pour un jeu qui dure environ 2 heures. Pareil, difficile à compresser. Mais très sincèrement, si vous voulez vous attaquer à un jeu de gestion hyper satisfaisant, The Anarchy, j'ai pas trouvé mieux. Les jeux de gestion, habituellement, j'en teste plein pour savoir si justement il y en a qui me plaisent ou pas. Ça a été le cas par exemple de Terracotta Army, que je vous avais présenté l'année dernière. Mais la plupart du temps, bon, bah, ça me titille pas plus que ça. Faudrait que je teste plus de jeux de Shem Phillips, en l'occurrence tous les Tigres du Sud, les Esdras et Néhémie, les Scarabrae. C'est des jeux qui m'attirent, mais où j'y vais pas forcément de premier abord, alors que la patte de cet auteur me plaît énormément. Et là, depuis The Anarchy, j'ai qu'une envie, c'est trouver le mur d'Adrien, mais comme le mur d'Adrien, bah il y en a plus, c'est soit de l'occasion, mais il n'y a pas beaucoup d'annonces, soit bah je vais voir ce que je peux faire, si je peux en trouver ailleurs, mais je galère. En tout cas, The Anarchy, je vais pas vous faire une explication des règles parce que il y en a pour, comme je vous ai dit, minimum 35 minutes, mais c'est un immense bonheur. Alors je vais parler d'un dernier sujet quand même à propos de ce type de jeu. C'est par rapport au fait que on joue dans son coin. Je suis le premier à râler quand on joue dans son coin, vraiment. Et sur ce jeu-là, je sais pas pourquoi, je m'en fous. Et Pénélope a dit une chose par rapport à ce jeu et peut-être par rapport à d'autres jeux, c'est bah en fait on s'en fout de jouer dans son coin parce que ce qui nous intéresse en jouant avec les autres, c'est se comparer. Et j'ai trouvé cette remarque très pertinente. Forcément, on mûrit au fur et à mesure à savoir pourquoi on aime ou on n'aime pas telle chose. Et parfois, il y a des pensées qui nous viennent pas automatiquement en tête. Et bien là, c'est cet aspect-là qui fait que j'aime The Anarchy. C'est pas parce que je suis tout seul que ça me gêne. Par contre, faut que j'y trouve un intérêt d'être avec les autres. Dans The Anarchy, le fait de se comparer, ça vous permet de potentiellement faire mieux à d'autres moments. Enfin voilà, mais lui, il n'est pas top 1. Ça aurait pu, hein, mais il est pas top 1. Le top 1, je vous en parle un petit peu après, parce que comme l'année dernière, j'aimerais vous parler de ma découverte de l'année. À savoir un jeu qui aurait pu presque être top 1 s'il était sorti cette année, mais il était sorti en 2023 et je ne m'y suis pas intéressé à l'époque en 2023. Parce que c'est un jeu un peu particulier. Ce jeu, c'est Imperial Struggle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avez-vous envie de jouer à ce jeu avec une boîte comme ça? Je comprendrais que non. Hein. Moi, depuis un certain temps, je suis très intrigué par ces jeux à thème historique. Je vous avais parlé l'année dernière de Clash of the Ardennes que j'avais découvert à Vichy et je vous avais dit regardez ces jeux-là, c'est intéressant, c'est pas parce qu'il y a un visuel historique que la mécanique ne suit pas. Imperial Struggle, je pensais être sur le même type de jeu que Twilight Struggle, que j'avais testé enfin dans la vidéo Je teste enfin avec Jian. Et en fait, oui et non, dans le sens que c'est les mêmes auteurs. Le plateau a une gueule folle de plein de petits territoires, de plein de formes différentes. Il n'y a pas que des carrés cette fois-ci. Sauf que, eh bien, ce n'est pas un card driven. Vous n'avez pas ce principe de je joue une carte pour sa valeur ou ses effets. Vous avez des cartes dans le jeu,
mais elles ne servent qu'à faire des événements en fonction de vos actions. Imperial Struggle, c'est le jeu à deux que j'ai trouvé le plus prenant, auquel j'ai joué depuis longtemps. C'est un jeu de conquête de territoire en quelque sorte, dans le sens où vous allez placer vos différents jetons de drapeau de votre faction sur le plateau aux différents emplacements. Mais pour ça, il va falloir dépenser des points d'action que vous dépensez à chaque tour. Durant chaque manche, il y a ces tuiles avec bordure violette qui sont sur le plateau, enfin plutôt sur un autre plateau, et à chaque tour, un joueur en choisit une. Et ces tuiles dessus, il y a un chiffre accompagné d'un symbole. Donc soit un symbole diplomatique, soit un symbole de commerce, soit un symbole de guerre. Eh ben, va falloir savoir ce que vous voulez. Car avec les symboles diplomatiques, vous pouvez vous placer sur les emplacements diplomatiques, donc les losanges. Sur les symboles de marché, vous pouvez vous placer sur les marchés. Sur le militaire, vous pouvez vous placer sur le militaire, c'est-à-dire les hexagones. Et rajoutez à ça que vous avez toujours une action majeure qui vous permet de faire des actions entre deux régions et une action mineure qui vous permet de faire une seule action dans un endroit. Et c'est brillant. C'est difficile de vendre correctement un jeu comme ça, dans le sens où c'est en jouant qu'on comprend l'intérêt du jeu. Ce draft de jetons d'action va vous prendre la tête comme pas permis, parce que si vous prenez pas ce jeton d'action, c'est l'autre joueur qui va le prendre. Vous allez me dire, c'est le principe de beaucoup de jeux. Mais là, dans un jeu d'affrontement, de conquête hyper large, avec beaucoup de possibilités, vous n'avez qu'une envie, c'est prendre la place avant l'autre. Qu'est-ce qui rend vraiment ce jeu brillant? Et bien déjà, voilà, cette simplicité de sélection d'actions, alors que le jeu ressemble à un jeu extrêmement compliqué. C'est un jeu qui est dense, je vous le cache pas, c'est un jeu qui est très dense, mais une fois que vous êtes dans la partie, ça coule de source, c'est incroyable. Et évidemment, il y a un thème historique, mais je vous explique un peu comment moi je vois la chose. Si vous avez un thème historique, mais que le jeu est bien, jouez d'abord. Jouez, profitez du jeu, il n'y a pas besoin de vous intéresser au côté historique, etc. Mais vous vous rendrez compte au bout de 1, 2, 3 parties peut-être, que en jouant, vous apprenez de l'histoire. Mais sans vous en rendre compte, parce qu'en fait, vous recréez les différents moments de l'histoire. Parce que ça parle de la rivalité entre l'Angleterre et la France, et tout le gameplay est tourné autour de ça, autour du fait que de temps en temps, il y a eu des guerres entre les deux pays, et ces guerres ont fait gagner telle ou telle chose à tel ou tel camp. Et vers la fin de la partie, c'est la Révolution américaine qui a été aidée par les Français, qui donneront donc un avantage aux Français sur la fin de partie. Bref, c'est plus impressionnant que ça n'est compliqué. Par contre, c'est un jeu GMT. Qu'est-ce que ça veut dire un jeu GMT? Ça veut dire un jeu avec une quantité de jetons différents énorme. Si vous n'avez pas classé les jetons dans des différents sachets avant de jouer, je vous le dis, arrêtez tout. Faites votre classement et après vous jouerez, ça sera très bien. Je trouve le plateau élégant. Moi, j'aime beaucoup cette gueule de plateau. Faut s'y faire à ces différentes formes de cases et ces différents endroits. Il va falloir se battre sur des marchés pour savoir qui a le plus de ressources. Et ben, il chopera tel ou tel point de victoire et peut-être même des points de traité qui sont des points d'action joker. Il faut garder la présence en Europe, sinon, eh ben, on va complètement se faire rouler dessus. C'est un jeu qui est brillant, vraiment. Je ne pèse pas mes mots là-dessus parce que il faut y jouer pour le croire, pour comprendre pourquoi ce jeu est vraiment si bien. Les jeux GMT, à chaque fois, ils font peur parce qu'ils ont une édition un peu spéciale, un peu bizarre, un peu à l'ancienne même, je dirais. Pour autant, il faut pas. Il faut tester, il faut voir ce que ça donne, ces jeux-là. J'en parlerai un jour, j'espère enfin, dans une vidéo sur des jeux à thème historique, mais il ne faut pas avoir peur de ces jeux-là. C'est des jeux fabuleux qui ne demandent que à y retourner encore et encore pour ne pas se faire avoir par l'adversaire. J'ai qu'une envie, là, c'est d'y rejouer. Mais je dois vous parler du top 1. Donc, on va parler du top 1. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de boulettes et que j'ai dit les jeux qui sont dans ce top, c'est des jeux qui sont accessibles en France cette année. J'ai bien mis ce mot-là, pourquoi ? Parce que ce jeu ne se trouve pas dans les boutiques françaises. Mais vous pouvez le commander en France, hors des imports de fou, des taxes de fou, etc. Parce que, eh ben, il est disponible en Europe, il peut être commandé en Europe. Ce jeu-là, je vous en ai déjà parlé. Ce jeu-là, j'en ai fait une vidéo lors de mon unboxing. Et comment ne pas mettre ce jeu en top 1, puisqu'il s'agit d'Hyperspace. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, on peut l'acheter en France, mais bon, quand même, il coûte 100 balles, nanana. J'ai dit que c'était un top subjectif. Top subjectif, ça veut dire que c'est ce que j'aime. Et Hyperspace, malgré son prix, qu'est-ce que je l'aime. Je vous ai dit, The Anarchy, je ne l'ai pas mis en premier, parce que, il y a ce premier. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis un gros client de la compagnie
Peterson Games. Peterson Games qui est dans une merde noire, je pense, même s'ils ne communiquent pas assez, je trouve, sur leur économie. Cependant, leurs jeux sont beaucoup trop bien pour les laisser passer. Hyperspace en fait partie et il est top 1 et je vais vous expliquer pourquoi en vous le présentant. Hyperspace, c'est un 4X spatial qui, à 4 joueurs, dure normalement, si vous savez jouer, 1h30. Alors je sais, c'est une promesse qu'on fait tout le temps dans les 4X, c'est oh là là, ça va pas être long, ça va pas être long, et en fait la partie dure 3h30. Hyperspace, c'est le cas. C'est le cas pour un aspect en particulier, c'est que il n'y a pas de phase de jeu dans ce jeu. Vous avez 3 actions, joueur suivant, 3 actions, joueur suivant, 3 actions, joueur suivant, 3 actions. Et c'est tout. Il n'y a pas d'aspect superflu qui ralentissent le jeu, qui font que vous y passez des heures à juste faire du management de plateau. Là, vous ne faites que jouer, tout simplement. Donc ça, c'est pour la base. Un 4X spatial qui dure 1h30, dans lequel vous faites 3 actions par tour, et puis c'est marre. Ajoutons à ça que c'est un jeu asymétrique à la Peterson Games, c'est-à-dire vous jouez tous une faction qui ont leurs spécificités, notamment des capacités spéciales qui leur sont propres, un bonus et surtout un malus. Ce malus va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de tractations, d'interactions entre les joueurs souvent. Pas tout le temps, hein. Il y en a qui sont au contraire des malus beaucoup plus personnels, mais c'est un jeu qui va forcer l'interaction. Si vous n'allez pas vers les gens, il ne se passera rien. Vous pouvez gagner sans combattre. Je précise quand même pour les gens qui disent oui, faut forcément se taper, du coup c'est du king-making, nanana. Eh ben non, il y a des factions qui au contraire sont bien spécialisées dans le fait de je vous laisse vous battre, hein, moi je vais faire mon truc dans mon coin et si vous venez me chercher, ok, je serais bien obligé, mais bon, puisque le jeu reste un jeu de 4X, c'est-à-dire vous allez explorer, vous étendre, exterminer les joueurs et exploiter les différentes ressources qui sont sur le chemin. Donc si vous voyez un joueur qui est un peu dans son coin en train de récupérer énormément de ressources et faire absolument tout ce qu'il veut, oui, vous allez avoir envie d'aller lui foncer dessus, ça c'est sûr. Et ce que j'aime par-dessus tout, et qui pareil va vous faire peur, c'est que c'est un jeu où les combats sont régis par des dés, mais régis par des dés à la Peterson Games. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement vous contrôlez votre hasard des dés, et ça, c'est bien. Mais aussi et surtout, quelle que soit l'issue du combat, vous avez réussi quelque chose. Je m'explique. Lors d'un combat, vous balancez des dés allant du D6 au D12. Pour tuer un ennemi, il faut atteindre sa valeur de défense. Simple, efficace. Mais si on n'atteint pas sa valeur de défense, du coup, c'est nul, le monstre est pas mort. Eh bien, plus ou moins. Si par exemple un ennemi a 4 de défense et que je fais un jet de merde, je fais un 1. Eh bien, ce 1, je peux l'assigner sur ce monstre à 4 de défense, il sera abîmé. Abîmé, ça veut dire il quitte le plateau et le joueur propriétaire devra faire une action pour le faire revenir. Donc si jamais vous faites une action qui n'est pas très efficace, vous allez quand même avoir un résultat et potentiellement le résultat que vous vouliez. En ça, le jeu permet beaucoup de contrôle. Ça a l'air d'être un jeu hasardeux et en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est refaire pour tenter d'autres stratégies, d'autres factions et mieux vous préparer à certains assauts, certaines technologies parce que bien sûr, il y a des technologies qui vous ajoutent des capacités comme de la manipulation de dés. Hyperspace, c'est simple. C'est le jeu auquel il faut que vous ayez joué au moins une fois. Autant que Cthulhu Wars, Gloranta, ils sont arrivés en France parce qu'il y avait une grosse aura, etc. Là, Peterson est dans la merde, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il est achetable. Il est accessible et en plus les fichiers français sont accessibles si jamais vous en avez besoin. Si jamais vous en avez besoin, vous me contactez sur Facebook, je vous les filerai avec plaisir. Mais vous ne pouvez pas passer à côté d'un jeu comme ça. Vous n'êtes pas jeu de conquête ? Essayez quand même, vraiment, essayez quand même. À chaque fois, le fait d'avoir 3 actions par tour, vous avez une sensation de ne pas en avoir assez quand même. Mais vous allez optimiser au maximum chaque action pour essayer de faire au mieux. Vous allez choper des points de victoire en attaquant les autres, en étant le plus étendu sur le plateau, en récupérant des technologies. Il y a plein de manières de faire des points et il y a plein de manières de retourner la partie avec des cartes secrètes qui rappellent les runes dans Gloranta, c'est-à-dire des cartes que vous pouvez piocher à certains moments de la partie et qui vous donnent des effets immédiats qui peuvent vraiment retourner la partie. Évidemment, il y a l'extension à côté. Alors l'extension, elle rajoute quoi? L'extension, elle rajoute la possibilité de jouer jusqu'à 6 et c'est pas si long à 6. J'ai déjà joué à 5 et c'était déjà pas long. À 6, ça doit pas rajouter tant que ça. Et surtout, ça rajoute 4 factions.
Et les 4 factions, je vous le dis, elles sont géniales. Moi, j'adore particulièrement les Zebzeg. Les Zebzeg, c'est une faction un petit peu pacifiste et qui va essayer de négocier un peu avec les autres. Du coup, c'est très très drôle à jouer. Moi, c'est le type de faction que j'aime beaucoup. Hyperspace, c'est l'histoire de 6 ans d'attente qui arrive enfin jusque chez moi. L'édition est exécrable. Oui, c'est le cas. Vous l'avez vu dans ma vidéo justement d'unboxing. L'édition est vraiment exécrable pour le prix parce que c'est vrai que la boîte coûte 96 € avec 15 € de frais de port. Donc oui, c'est un peu cher. C'est vraiment cher pour le matériel pur. Par contre, pour l'expérience de jeu que vous y avez, ça fait partie des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie avec Tool Wars, avec Gloranta. Les mêmes types de jeux plus ou moins certes, mais des sensations complètement différentes et une envie d'y retourner pour d'autres raisons. C'est pour moi l'aboutissement du game design de Sandy Peterson, ou comment faire un jeu de conquête avec de la fluidité, pas de temps mort et une asymétrie toujours aussi plaisante entre les factions. Je crois que j'ai souvent parlé d'asymétrie, mais je suis trop content d'avoir ça. Je suis vraiment trop content. Je sais, c'est un jeu cher, je sais, c'est un jeu où vous irez pas forcément, etc. Mais je vous le dis, vous pouvez le tester sur Tabletopia, sur Tabletop Simulator. Essayez, vraiment essayez. Le jeu est vraiment accessible en plus en termes de difficulté pure. Oui, c'est de l'anglais si vous jouez en Tabletopia ou en Tabletop Simulator, mais ne loupez pas ce jeu. Vous pouvez pas louper ce jeu, c'est un bonheur à jouer. Dès qu'il est arrivé, il était rentré dans mon top 1 direct parce que je ne vois pas comment un autre jeu peut le détrôner, en tout cas cette année. J'espère que cette grosse vidéo vous a plu. Je suis très content à chaque fois de faire cette vidéo top. C'est des vidéos que j'aime beaucoup tourner parce que ça me permet de revenir globalement sur l'année qui vient de passer. Cette année 2025, c'était des hauts, des bas, c'était des bons jeux, des moins bons jeux et surtout beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de vous faire des vidéos. J'ai l'air de me plaindre en disant ça, mais c'est vrai que ça demande pas mal de temps et d'énergie de faire tout ça. Malgré tout, je suis super content de l'évolution que prend cette chaîne, de la direction que prend cette chaîne. J'espère pouvoir continuer comme ça pendant encore très longtemps, en tout cas si vous êtes présent. Merci d'ailleurs à vous d'être autant présent sur cette chaîne. On a dépassé les 11 000 abonnés depuis pas mal de temps. Le mois de décembre étant ce qu'il est, avec mon calendrier de l'Avent, j'ai pas monté, mais je m'y attendais. Et je vous retrouve très bientôt pour de futures vidéos. Il y aura du jeu test enfin, il y aura du le jeu encore et encore. Et surtout, je vais refaire des vidéos sur des thématiques de jeux et pas attendre indéfiniment des top jeux pour vous parler des jeux. J'avais fait sur Terrorscape, j'étais très content déjà de le faire et j'ai hâte de vous présenter encore beaucoup de jeux. Et bien maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, moi je vous dis salut, merci, abonnez-vous ou merci à vous les abonnés.